Bonjour tout le monde. Vous savez, il est élégant parfois de commencer avec un exergue un peu poignant lorsqu'on a quelque chose à dire. Eh bien, j'ai un exergue et je le pique à Renan. Renan, avec le nom de la chose, le très grand Renan. Nous sommes en 1882. Il écrit, plutôt il prononce une conférence qui est devenue célèbre. Le titre de la conférence est « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et je retiens de Renan ceci qui expliquera cela. C'est Renan qui parle. L'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d'une nation. Bien. Alors, on me demande de vous parler de la réception du Code noir, la façon dont les institutions, les universités, le public a reçu le Code noir lorsque je l'ai sorti des limbes en 1987. Alors, la dernière mouture de la dernière édition avant la mienne était de 1897. Donc pendant 90 ans, il n'y a pas eu en France d'édition des Codes noirs. Et lorsque celle de 1897 sortait, c'était un plouf, c'était une édition savante qui ne passait pas la rampe, qui, paraît-il, n'inquiétait personne. Nous étions en pleine période de gloire française en Indochine et en Afrique, et par conséquent, ça ne dérangeait personne. Lorsque le Code noir est sorti en 1987, il y a eu un effet de surprise, un effet de stupéfaction. À gauche, pour faire net et pour faire clair, à gauche, il y a eu un accueil très favorable. 3 exemples significatifs. Le Monde en faisait une première page avec un très long article de Roger Pauldroit insistant sur la honte de la France qui cachait ce qu'elle aurait dû montrer. Le Canard enchaîné, qui est une référence, en faisait un compte rendu enthousiaste dans sa page littéraire. Le Nouvel Observateur publiait carrément un article de Roger Badinter. Roger Badinter, enthousiaste, mais critique néanmoins de la présentation que je faisais des arrangements des Amis des Noirs. Il me conseillait gentiment de tenir compte des urgences politiques du moment et de penser que le moment étant ce qui était, eh bien les Amis des Noirs ne pouvaient pas faire autrement que d'y aller de quelques contorsions. Ça ne fait rien. Curieusement, parce que nous sommes des gens bien pensants ici, curieusement, pas une ligne dans Libération. Ni à la première, ni à la deuxième, ni à la deuxième. Jamais il n'y a eu de mention des Codes noirs dans Libération. Si, à un moment donné, il y a quelques années, il y a un débat avec une historienne qui s'appelle Madame Gauthier, qui me prenait à partie parce que j'avouais dans ma présentation des Codes noirs avoir choisi mon camp. Je ne pensais pas, parce que je ne pense pas que je sois pensable, je ne pensais pas pouvoir m'abriter derrière une neutralité des historiens. La neutralité en histoire n'existe pas. Et je disais nettement, dès la première page de mon édition du Code noir, que je choisissais de penser à côté de ceux d'en bas. Dans la polémique avec Madame Gauthier, je ne pensais plus avec ceux d'en bas, mais je pensais bas. Bas. C'est un compliment comme un autre. À droite, pour faire massif aussi, silence total ou alors réaction au scandale, non de ce que le Code noir racontait,
mais au scandale de sa publication. Et alors je vous donne un seul exemple, mais qui me semble plein de philosophie, comme on dit. Le Point publiait un papier de l'ineffable Serge Slama, lequel, en gros, expliquait qu'il était inutile d'examiner avec les critères d'aujourd'hui que nous devons totalement aux Lumières une affaire qui concerne uniquement les mœurs intra-africaines. En gros, la traite, c'est de leur faute. Ma méthode, mon approche, eh bien, Slama la résume de façon lapidaire, guillemets, stalinien, moi, avec une stupéfiante ignorance, Salamolens accuse l'espèce blanche occidentale à laquelle il appartient. Je crois que tout est dit. Il y a un blanc qui se mêle de ce qui ne me regarde pas et qui crache sur sa blanchitude. En gros donc, à gauche, la presse accuse le coup sereinement et à droite, silence ou imprécation. Côté université et côté institution publique, le partage est de la même façon. Après les premières éditions, un accueil de plus en plus positif à gauche, le silence s'épaissit à droite, et puis, gauche et droite confondues, les années passant, les opinions commencent à se crisper non sur le code, notez-le, non sur l'histoire des codes, sur la relation entre Versailles, le code et l'esclavage, mais sur la confrontation dont je parle dans mon livre, la confrontation esclavage, racisme, lumière. Cette histoire, de toute évidence, passe mal, et j'y reviendrai. Pas un mot, nulle part jusqu'à présent, et ça fait donc 25 ans que ça dure, pas un mot sur les tenants théologiques et bibliques qui éclairent la moitié des titres. J'ai appelé mon bouquin « Le Code noir » ou « Le calvaire de Canaan ». Donc, je pense que c'est par ignorance probable des uns ou des autres. Cette partie du livre ne fait l'objet, pratiquement nulle part, d'aucun commentaire. Si vous voulez, la filiation théologienne, la filiation ecclésiastique, le rapport entre théologie, entre exégèse biblique et légitimation de l'esclavage, ça ne semble déranger personne, mais je soupçonne un peu tout le monde de ne pas trop savoir de quoi il s'agit. Alors, conférences et débats, oui, en milieu de lycéens, de juristes, de militants, de psychologues. Et les psychologues, je le comprends, parce qu'ils ont affaire, eux, souvent, à ceux qui, aujourd'hui, et non pas il y a des siècles, ressentent dans leur chair la morsure de leur peau, pour ainsi le dire. Aucune intervention en milieu typiquement philosophique. Je suis à jeun d'une invitation pour parler des codes noirs aux philosophes. Et ça se comprend très très bien. Il est très difficile de gérer et de s'opposer aux critiques des grandes Lumières, et cela viendra beaucoup plus tard, mais pas pour l'instant. On n'invite pas quelqu'un qui donne une image moins sereine, moins brillante, moins lumineuse que d'habitude, que celle que propose la Vulgate des programmes universitaires, de personnages comme Montesquieu, comme Rousseau, comme Diderot, voire Condorcet. Des colloques, ici et là, et un qui m'a touché particulièrement, à l'université de Yaoundé, en 1989, un colloque intégralement consacré au Code noir. Vient après, et cela aura une incidence sur la réception de l'ouvrage, du livre, la loi Taubira. La loi Taubira, elle est préparée et discutée depuis 1999, votée avec les imputations que l'on sait, après les navettes, en 2001. L'opinion et la militance noire se sont appropriées depuis déjà des années, avant le vote de cette loi, le Code noir. Ils savent ce qu'il y a dedans, ils en parlent. Christian Taubira
il fera de très nombreuses allusions, fera de très nombreuses citations du Code, aussi bien lors des discussions en commission des lois qu'à l'Assemblée nationale. Et elle ne craint pas de faire sienne à l'Assemblée l'expression « les misères des Lumières ». Elle la prend pour elle n'en a pas peur. Le Code noir commence à apparaître dans les textes, après la loi Taubira, dans les textes et les schémas proposés par le ministère de l'Éducation nationale aux enseignants. Et l'effet de cette loi et de, si vous voulez, de l'inertie des publications d'éditions successives du Code, Code noir devient un nom, un sujet de moins en moins occulté. En même temps, les crispations prennent de la couleur, si j'ose dire. Critique sérieuse de mon ouvrage, oui. Critique de Benoît, de Dorigny, de Hesse, qui était professeur à Nantes. Il y a là des attaques sur des détails partiels, des prises de distance par rapport à tel ou tel domaine, mais tout de même une adhésion au fond sur mon travail. Viendra après, je suis en quelque sorte le quart de siècle, le comité Condé. Donc, comité Condé, qui devient comité Vergès, c'est la cellule, c'est le comité émanant de la loi Taubira pour sauvegarder la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Eh bien, j'apprends très très vite que je suis persona non grata à l'intérieur de cette cellule qui fait pareil un travail admirable. Et je constate que effet de la loi Taubira, effet des directives de l'éducation nationale, effet des non-agréments de la commission du comité Condé, du comité Vergès, si l'on parle de plus en plus du Code noir, et c'est tant mieux, on parle de moins en moins, jusqu'à plus du tout, de l'édition du Code noir que j'osais. À cela, une explication. Le Code noir tout seul, les 60 articles à sec, ne permettent pas aux lecteurs moyens, ni même aux lecteurs mieux que moyennement cultivés, de mesurer l'incidence du Code sur l'histoire. Ça passe donc mieux et ça s'inscrit plus facilement dans une continuité de cette loi universelle d'après laquelle le fort abuse du faible et basta. Et par conséquent, donc, nous nous installons dans une espèce de, non pas de banalisation du Code noir parce qu'il y aurait une récupération intense de l'histoire de l'esclavage, mais d'inscription du Code comme un chapitre de plus d'une continuité historique, celle de la force des forts et de la faiblesse des faibles. Viendra après le thème des réparations. Dans le thème des réparations, c'est un thème que j'ai longuement évoqué dans mes articles et que j'ai intégré au Code noir à partir de la 8e édition. Ce thème de la réparation m'attire les foudres de quelques géants de la pensée, comme Pascal Bruckner, l'homme du sanglot de l'homme blanc, et comme cette étoile des lettres françaises, Madame Chandernagor. Mon livre devient l'objet de la risée de ceux qui travaillent vraiment. En 2006, au rendez-vous de l'histoire de Blois, qui est une réunion importante des historiens à Blois tous les années, quelque temps après les débats sur la loi de 2005 sur les aspects positifs de la colonisation française, ces messieurs se réunissent, et Madame Chandernagor, en tant que vice-présidente de la Fondation Liberté pour l'Histoire, donne comme contre-exemple, comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire, mon édition du Code noir, ma prise de parti concernant les réparations et l'argumentaire au bénéfice de ces réparations, et traite et considère la Taubira comme une loi malvenue, maladroite, guillemets, ignoble. Notez en passant, et c'est important pour l'édification morale des gens, que la plupart des historiens qui constituent ce pôle intitulé Liberté pour l'Histoire, la plupart sont aussi les historiens qui demandent au Sénat de couronner le bouquin de Petré Grinvillot sur les traites au pluriel, bien entendu, grâce
pluriel, grâce auquel la traite qui nous intéresse, nous ici, n'est ni plus ni moins qu'un petit, très court chapitre d'une histoire très longue, de l'histoire multiséculaire d'une traite qui commence à Babylone et finira probablement au XXe siècle. En 2008, apparaît aux éditions André Versailles un livre de Jean Errard, excellent historien par ailleurs, qui s'intitule Lumières et esclavage, sous-titre L'esclavage colonial et l'opinion publique en France au XVIIIe siècle. C'est un ouvrage très documenté, mais c'est surtout une corrida avec mise à mort de votre serviteur. Et je m'en explique dans le prologue à la 12e édition de ce traitement dont j'ai eu droit de la part de Jean Errard. En gros et en deux mots, il y a un processus des Lumières. Et je n'ai pas compris, moi, qu'il s'agissait d'un processus. Je les ai prises en bloc et je les ai attaquées en bloc sans me rendre compte qu'il y avait un commencement, une mi-chemin et une fin. Je n'ai pas tenu compte d'une évolution positive de la fait. J'ai répondu, n'est-ce pas, en rappelant que, pour faire court, pour baliser le terrain, les Lumières, ça commence avec Montesquieu, pour donner un commencement sérieux, et ça culmine et ça termine avec Kant. Pas? Entre l'un et l'autre, il y a des grands noms que vous aurez trouvés dans votre lycée. Mais c'est bel et bien Montesquieu, et c'est bel et bien qui commence, et c'est bel et bien Kant qui termine. Ça dure un paquet d'années, ça dure un paquet de lustres, ça dure un paquet de décennies, ça frôle le siècle. Et c'est curieux de trouver chez Kant des imprécations sur la nature du noir, sur la nature du nègre, qui sont identiques à celles que je peux trouver chez Montesquieu. Non qu'à Montesquieu ironise, mais lorsque Montesquieu donne des conseils très précis et explique comment il faut tenir les nègres. Je répète, tenir les nègres. Tout cela crée donc une ambiance, et le bouquin donc de Jean Errard ponctue l'affaire. Il y a aussi, dans une revue savante qui s'appelle Les Amis de Montesquieu, un long travail de Béatrice Cassat dans lequel on me démontre qu'il fallait que je rentre à l'école. Donc tout cela, si vous voulez, crée une ambiance à l'extérieur du livre, dont le résultat est une mise hors jeu progressive, tacite, mais efficace du travail auquel j'ai consacré un paquet de temps. C'est-à-dire, et ça se comprend très très bien, et ça se légitime, et c'est humain, et c'est de bonne compagnie. Une fois la suspicion jetée sur la crédibilité de mon approche du Code noir, il est beaucoup plus facile et idéologiquement plus commode de le nommer sans forcément le lire, de le condamner sans correctement le situer. D'un mot, il est plus commode de le dédramatiser et de dédramatiser dans la foulée la réalité pluriséculaire de la traite et de l'esclavage des Noirs, dont le Code est à la fois la caution morale et la légitimité juridique. Mes réponses, et j'en termine à tout cela. Et bien, je réponds à tout cela au fil des éditions successives, dans des interventions publiques, comme aujourd'hui chez vous. La neutralité en histoire n'existe pas. Je le répète, au cas où il y aurait quelques naïfs qui penseraient le contraire, la neutralité en histoire n'existe pas. Il y a d'autres lectures que la mienne, bien évidemment, de ce dont nous parlons. Il y a aussi la dureté inoxydable du célèbre mot de Renan que j'ai donné à l'exergue et qui claque au vent comme un coup de fouet. Je le répète, l'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d'une nation. Mais je continue la citation, je la continue jusqu'au bout. Je reprends, l'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d'une nation, et Renan enchaîne, cet oubli nécessaire rappelle que ce n'est pas au passé de régir le présent, mais au contraire,
à l'action présente d'user du gisement de sens de l'expérience. D'user du gisement de sens de l'expérience. Fin de citation. Moralité. Étant donné la positivité de l'oubli, proclamée à l'instant par Renan, cette conclusion m'invite à traiter le gisement de sens de l'expérience en fonction des intérêts de ce que je veux pour la nation. Je crois que, bêtement, nous avons la clé de l'explication de certains silences, de certains gommages, de certaines cassures, de certaines lacunes dans les récits qu'on nous propose d'une chose et d'une autre. L'oubli, ce fut le mot d'ordre du pouvoir français aux esclaves antillais en 1848. Vous êtes libres, oubliez l'esclavage. Oui, oubliez-le, et surtout chassez-le à jamais de vos mémoires. Et notez bien, comme ça s'articule bien cet oubli-là avec cette ignoble affiche de 1998. Nous étions au 150e anniversaire de la deuxième abolition de l'esclavage. L'affiche officielle de 1998 disait tout bêtement « tous nés en 1848 ». Et dans l'affiche, souvenez-vous-en, on voyait une ribambelle de jeunes gens et de jeunes filles, du noir au blanc en passant par toute la gamme chromatique du métissage. Ils naissaient en 1848, osait-on afficher sur le mur de France et de Navarre. Ce qui veut dire qu'avant que la volonté de la France ne décidait que cette espèce, que cet animal, ce meuble, serait un homme, il n'était rien. Il naissait par la volonté de la France. Épouvantable. En plein pouvoir socialiste, une telle cécité, une telle connerie, une telle grossièreté, tous nés en 1848. Il y a aussi, puisque l'histoire n'est pas neutre, et que la neutralité n'existe pas, il y a aussi, vous le savez mieux que moi, 36 lectures différentes de la Révolution française, par exemple. Donc, puisque la neutralité n'est pas, et puisque le relativisme historique existe, je n'ai jamais caché que je choisissais mon camp, celui des Noirs, réduit à l'esclavage et maintenu en esclavage, et je n'ai pas changé. Je ne vois pas pourquoi j'en changerais. Je ne sens pas du tout pourquoi je devrais jouer le jeu impossible de m'extraire de l'histoire, moi qui, comme chacun, suis histoire, l'historien est d'histoire, le lecteur est d'histoire, le philosophe est d'histoire, le va-nu-pied est d'histoire, et ce jeu crétin de s'extraire du présent, de s'extraire de l'histoire pour la raconter, est une pure ignominie. Alors que chacun dise d'où il parle, et à ce moment-là que l'on pondère, et que l'on sache si ce qu'il dit est recevable, viable, crédible, ou si ça ne l'est pas. Eh bien, je maintiens cette lecture, je maintiens cette position, et bien entendu, je pense que c'est parce que je la maintiens, c'est parce que je ne m'en cache pas que vous me faites l'amitié de m'inviter dans votre bonne ville de Nantes, et je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui surgissent là? Non. Luis Alornas, on n'a pas grand-chose à vous offrir si ce n'est que cette affiche. Vous allez repartir demain avec cette affiche qui aura marqué les 25 ans de l'exhumation du Code Noir. On sait très bien qu'il y a beaucoup de peureux, des gens qui ont la trouille de vous accueillir, mais nous, vous avez exhumé le Code Noir, nous on vous exhume. C'est clair. C'est très simple. C'est très simple.
Moi, je n'ai rien à dire, donc rien, ça sera très court. Les choses se font, les choses avancent, mais ayons tous la conviction, et je sais que je prêche des convertis, ayons tous la conviction que, quoi que nous faisions, tout reste encore toujours à faire. Nous sommes au début du commencement, et ne nous décourageons pas, serrons les coudes et en avant. C'est tout.